Alors, on va brièvement évoquer peut-être un petit historique de la stratégie REV3 régionale et éventuellement les constats que vous faites de son avancement actuel pour commencer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Bernier, je suis effectivement directeur adjoint de la direction de la troisième révolution industrielle, qui est une direction du Conseil régional, qui œuvre au déploiement de cette dynamique, qui a été, pour rappel, surtout pour peut-être les auditeurs extérieurs à la région, impulsée dès 2013 en fait par l'ex-président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui était Daniel Percheron, et Philippe Vasseur à l'époque, qui était président de la CCI régionale. C'est un attelage collectivité monde économique qui a perduré dans ce nouveau mandat régional, malgré l'alternance politique, ce qui est déjà un signe un peu de la pertinence et de la force de la démarche, avec donc Xavier Bertrand et Philippe Ourdin, président de la CCI de Hauts-de-France. Ça fait donc 7 ans que la région s'est choisie une nouvelle voie de développement économique, alors avec toute la modestie que cela implique face aux défis que nous a rappelé Jean Jouzel. Effectivement, c'est une des voies de développement, il y en a d'autres. Et en région, nous, on essaye effectivement cette nouvelle voie. Ça consiste en quoi? Donc, la troisième option industrielle, c'est inspiré du concept de Jeremy Rifkin, qui est un prospectiviste américain, qui parle de révolution industrielle quand il y a une conjonction finalement entre une énergie et des moyens de communication. La première, charbon locomotive, la deuxième, pétrole, téléphone, et puis la troisième, celle dans laquelle on est actuellement, ENR, énergie renouvelable, et Internet. Mais l'intérêt surtout de cette démarche, c'est qu'elle a été contextualisée au Nord-Pas-de-Calais puis aux Hauts-de-France à travers un master plan qui a impliqué un certain nombre d'acteurs régionaux, plus de 250. Et cette dynamique collective, aujourd'hui, ne se dément pas à travers des collectifs, j'y reviendrai, des outils financiers dédiés, et puis des nombreux partenaires comme l'ADEME, le CERD, qui ont intégré aussi dans leur programme d'activité et dans leur financement cette troisième révolution industrielle. Voilà pour un bref historique, si ça vous convient. Oui, très bien. Merci pour cette présentation. Pour faire le lien avec l'intervention de Jean Jouzel, peut-être que vous pourriez nous expliquer en quoi le développement régional qui est initié par cette REV3 concourt à la lutte contre le réchauffement climatique et s'inscrit dans le modèle des transitions, et peut-être aussi revenir sur les champs d'application qui sont communs avec cette notion de transition écologique, économique et sociale. Oui, alors d'abord vous dire qu'effectivement, en termes je dirais de résultats au-delà des collectifs, etc., on est dans une bonne trajectoire au niveau de notre production d'ENR par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. En revanche, là où on peine, et ça ne va pas vous étonner, c'est finalement sur la réduction de notre consommation d'énergie globale, puisque là, c'est là où finalement on devrait concentrer nos efforts, quand on parle de sobriété. C'est vraiment là que les efforts doivent porter. On n'y est pas parce que effectivement les solutions ne sont pas que techniques, elles passent par des changements de comportement. Et on sait tous que la difficulté est là, finalement, c'est comment on transforme nos modèles économiques, territoriaux, collectivement, finalement, il faut que chacun bouge son curseur, puisqu'on n'y arrivera pas que par des solutions techniques ou même par un simple ralentissement d'activité. Jean Jouzel a été assez clair sur ce point. Donc, on a des réussites, mais effectivement, on a aussi des freins. Alors, en quoi le développement régional concourt à la lutte contre les réchauffements climatiques? C'est d'abord que cette troisième option industrielle, elle est quand même basée sur le déploiement d'activités à faible impact climat. Donc, je pense à toute notre politique de développement des énergies renouvelables, solaire, biomasse, géothermie, bois-énergie, énergie marine, chaleur fatale, etc. Mais aussi toute la question des efficacités énergétiques et puis les mobilités durables, électriques, bio-GNV. On a des cadres de déploiement de l'hydrogène.
Et puis la question qui vous occupe aujourd'hui, des quartiers et des bâtiments durables, à savoir, j'y reviendrai, mais bien sûr, bâtiments à énergie positive, mais aussi quartiers favorisant l'inclusion sociale, le financement participatif, etc. Et puis on est très mobilisé aussi sur un grand plan industrie et CO2 pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du monde industriel. Vous savez qu'on est une région très impactée par les émissions de gaz à effet de serre dues à nos industries. Voilà, lorsqu'on s'attaque à Arcelor, c'est 10% des gaz à effet de serre de la région de France. Vous voyez que si on l'a fait baisser de 5 à 6%, on obtient des résultats importants. Mais les masses financières sont autour du milliard d'euros pour y arriver. Donc vous voyez aussi le défi conséquent auquel nous sommes attachés. C'est pour ça qu'on a besoin de l'engagement de tous, de nombreux partenaires financiers, mais aussi d'acteurs. Et puis, on a le volet de l'économie circulaire qu'on s'attache à développer fortement, puisque ça permet de se réapproprier nos ressources régionales, de les préserver, d'être plus efficient et peut-être moins dépendant aussi de ressources extérieures. Hein. La pandémie nous a rappelé combien notre économie régionale était fragile vis-à-vis de l'extérieur. Et enfin, les nouveaux modèles économiques, l'économie de la fonctionnalité, portés par des acteurs en région, comme le CERD, la PES, le Club Noé, le réseau Alliance, qui visent là à passer plutôt de l'usage à la production et donc d'enclencher un vrai modèle économique, donc moins impactant au niveau de ressources, moins impactant au niveau climat, et donc voilà en quoi le développement finalement de cette dynamique troisième révolution industrielle, enfin les sujets qu'elle porte, participent modestement à la lutte contre le réchauffement climatique. On comprend bien aussi que dans votre intervention, il y a une dimension accompagnement des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment se positionnent les territoires et qu'est-ce qui est pour vous un territoire démonstrateur en matière de REV 3? C'est vrai qu'on a lancé un appel à volontariat auprès de 19 territoires ont répondu sur en fait une promesse et un récit de décliner cette troisième révolution industrielle localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir travailler à la constitution de nouveaux modèles économiques territoriaux. Des nouveaux modèles économiques territoriaux, c'est essentiellement des nouvelles coopérations entre entreprises, entreprises collectivités, collectivités citoyens, entreprises citoyens, pour permettre effectivement dans les travaux qu'ont enclenché le CERD sur la notion de territoire participatif ou sur les notions d'accompagnement qu'ils avaient développées, il faut pouvoir dire au territoire, finalement, vous avez des ressources humaines, des ressources énergétiques, des ressources matières. Réappropriez-vous votre destin en termes d'efficacité énergétique et d'efficacité de ressources. Mettons ça en lien, nous, au niveau région, puisqu'on est chef de file du SR2I, avec des grandes filières régionales qu'il nous faut constituer autour de l'hydrogène, autour des ENR, et croisons les enjeux de territoire, les enjeux de filière pour définir des nouveaux modèles économiques territoriaux. Et donc l'intérêt de REV 3, c'est qu'il offre en fait une vision et un récit au territoire, puisqu'on sait que toute démarche de transition nécessite quand même du leadership politique, que ce soit au niveau d'une entreprise, au niveau d'une collectivité, un récit, une vision, pour permettre finalement d'embarquer les acteurs de son territoire, en tout cas de les mettre en coopération autour d'un objet qui est un avenir, je dirais, autour d'une vision. Et donc, c'est un peu ça qu'on tente d'offrir aux territoires démonstrateurs pour pouvoir, je dirais, embarquer son territoire vers un avenir plus durable. Voilà. Comme je l'ai dit modestement, c'est un autre chemin, une autre voie, mais c'est la même voie que le développement durable, ou c'est la même voie que… voilà, simplement, on essaye de proposer ça et d'organiser ça au niveau régional et territorial.
On comprend effectivement le lien avec, les sujets abordés, des transitions. Est-ce que pour rester, dans cette, notion de territoire démonstrateur, vous avez des exemples, un peu plus précis de projets que vous accompagnez, de territoires, et les solutions qu'ils mettent en œuvre, par rapport à la REV 3? Alors, il y a évidemment, il y a certainement des collectivités qui sont présentes. Alors, je ne veux pas vexer en citant certaines collectivités et pas d'autres, mais bien sûr, on cite souvent Los Angeles ou la Grande Sainte, Fourmi autour de la gouvernance, de la citoyenneté, mais ou Roubaix sur l'économie circulaire, voilà. Mais l'important, c'est surtout de dire que toute échelle de territoire est concernée. Parce qu'en fait, quand on parle de la participation citoyenne, on a des exemples qui sont très intéressants d'innovation citoyenne dans des petites collectivités ou des structures à échelle proche, puisque évidemment la proximité favorise. En revanche, lorsque on parle d'énergie partagée et de réseau, lorsqu'on est à l'échelle du pôle métropolitain de l'Artois de 650 000 habitants, qui a fait de la tri un peu son vecteur de développement, on a des retours d'expérience qui sont intéressants. Donc, je dirais que toute échelle est concernée. Et puis, quand vous voyez comment dire, le mouvement Rob Hopkins des villes en transition, excusez-moi, c'est une autre conférence dans laquelle je devais être et qui va attendre. Voilà. Rob Hopkins, ville en transition, vous voyez, à un moment donné, toute communauté, je dirais, peut s'investir dans ça. En tout cas, nous, la région et les partenaires, hein, ADEME, CERD et autres, sont vraiment au service de toute collectivité. Voilà. Même si certaines, évidemment, sont assez exemplaires, mais sur le site, je crois, du CERD, il y a un certain nombre de fiches ressources ou expériences que vous pouvez retrouver. Merci beaucoup. Effectivement, on a pris un peu de retard sur le planning initial. Juste, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler, des territoires, des quartiers qui sont inscrits dans la géographie prioritaire? Quelle est leur place, dans la REV 3 et aussi la place de l'habitant, dont on parlera tout à l'heure. Vous en avez effectivement parlé avec les travaux que vous menez au titre des territoires participatifs. On reviendra sur ce sujet d'ailleurs tout à l'heure, dans le cadre de la table ronde, mais voilà, pour terminer sur cette question. Déjà, vous dire qu'on a la chance en région d'avoir un service, donc c'est le service de Yannick Serpeau, hein, qui travaille en région sur toutes ces questions-là et qui a intégré, je dirais, dès le début cette problématique de la troisième révolution industrielle. Et donc, on a co-construit ensemble des référentiels qui peuvent donner des points de repère intéressants. L'échelle d'un quartier, je dirais que c'est un terrain de jeu quand même idéal pour mettre en place des solutions de transition pour les habitants. Hein. Nous, on appelle ça démonstrateur RF3, mais peu importe le nom. Après, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir, que les services de Yannick Serpeau aient mis, je dirais, une tri-conditionnalité aux investissements supplémentaires avec des enveloppes performance développées, ça donne quand même aussi des indications importantes. Sur la philosophie, il y a une attention particulière, à mon avis, à mettre en termes d'urbanisme, puisque dans les autres secteurs, l'engagement de la sobriété est majeur. Et pour moi, cette consommation d'espace, cette densification qu'il nous faut réaliser dans la ville doit être aussi acceptable et désirable. Et donc, il y a un enjeu, je dirais, de génie urbanistique et architectural pour qu'effectivement, et donc de participation et d'usage citoyen à intégrer dans ces nouveaux quartiers. Dans la réflexion, évidemment, comme disait Jean Jouzel, avec la mobilité, hein, donc réflexion quartier-mobilité, quartier-énergie, pour permettre effectivement d'avoir des quartiers qui soient desservis et non pas sur des zones périphériques. C'est la même réflexion sur les zones d'activité. Hein. Longtemps, on a mis les zones d'activité à l'extérieur des villes et les zones commerciales à l'extérieur des villes. Et puis ensuite, on a
assister à des navettes et à du consommation de foncier. Donc cette sobriété foncière, par la densification, il faut absolument qu'elle soit le fil rouge du développement des quartiers. Alors, plusieurs axes sont possibles, hein, des quartiers à énergie positive, des boucles alimentaires locales, travailler sur le recyclage aussi et les réemplois des matériaux issus de la déconstruction. Ça, c'est un enjeu très important de la programmation, effectivement, de l'ANRU. Donc, le travail fait autour des villages BTP où on met des plateformes à disposition d'artisans à partir de tous les matériaux de déconstruction qu'on a récupérés. J'ai eu à la méta sur Tourcoing, sur Roubaix, toutes ces choses-là sont importantes. Travailler aussi la place de la participation citoyenne. Bon, c'est un peu un regret pour l'instant, même si chez nous, on commence à y travailler et on y a travaillé aussi un peu avec le cercle de longue date, c'est la participation citoyenne dans cette dynamique troisième révolution industrielle. Quand je vous ai dit qu'effectivement la solution n'était pas finalement technique, mais plutôt dans le changement de comportement, c'est parce qu'effectivement cette notion, on aurait dû plus la travailler dans la troisième révolution industrielle, mais c'est compliqué parce que on ne sait pas toujours par quelle poignée l'attraper, puisque le sujet est vaste et compliqué. Donc, modestement, ce qu'on essaie de développer en lien avec les services de la région, c'est effectivement travailler au financement de la participation citoyenne de l'énergie, à travailler les réseaux régionaux de ressourcerie, de réemploi, c'est-à-dire pouvoir apporter des solutions aux citoyens pour s'engager dans les transitions, mais surtout avoir des réponses aussi à ces transitions en termes de pouvoir d'achat, voilà, les familles zéro déchet, c'est souvent aussi un engagement pour la planète, mais un engagement aussi intéressant pour le porte-monnaie. Donc voilà, il nous faut réussir cette participation citoyenne, et les quartiers, à mon avis, sont un creuset, un chaudron incroyable pour permettre de faire éclore ces solutions aux transitions. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre sollicitation. C'est assez riche d'informations.